quand c'est bon, et puis on redonne la parole à Michael. Juste petite chose, vous pouvez cliquer pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de Jitsi. Si vous cliquez sur une icône, vous pouvez l'avoir en grand. Donc typiquement, je suis en train de partager mon écran avec quelques jolies images de manuscrits. Si vous cliquez, vous pouvez l'avoir en grand. Et même chose, vous pouvez sélectionner si vous voulez voir le visage de quelqu'un qui est en train de parler, ou bien laisser tous les petits carrés ouverts en bas à droite. Voilà. Et pour la partie discussion, évidemment, maintenant je pense que tout le monde est familier. On a la petite main en bas à gauche, si vous voulez lever la main pour intervenir quand on passera à la partie discussion ouverte pour tout le monde. Je vois Emmanuel vient de nous rejoindre. Je vais juste mentionner l'association sans te demander de dire quoi que ce soit, Emmanuel, mais je vais mentionner ton rôle dans ce cadre-là quand on va lancer l'enregistrement et mon mot de bienvenue de 3 secondes. Vas-y, à l'autre, pardon, on a parlé Emmanuel Château-Dutier, mais maintenant l'autre Emmanuel, si tu veux lancer l'enregistrement, on va faire ça. C'est fait. Bonjour à tous, je me présente, Michael Sinatra, le directeur du Centre de recherche d'humanité numérique interuniversitaire de l'Université de Montréal et le responsable du groupe de recherche sur les éditions critiques en contexte numérique subventionné par le FQRSC. Bienvenue ce matin à notre événement en 2 parties. Nous allons parler d'anthologie palatine avec mon collègue Marcello Vitali-Rossati de l'Université de Montréal et son équipe, et notre collègue et ami Aurélien Bérat de Paris-Nanterre. Je tiens à remercier l'Association canadienne des humanités numériques, qui est représenté virtuellement ce matin par son vice-président français Emmanuel Château-Dutier, qui s'est associé à notre événement, qui aura lieu donc ce matin et la semaine prochaine pour la deuxième partie. Je vous invite à regarder le site du GREN pour avoir plus d'informations. Et sans plus tarder, j'invite Marcello Vitali-Rossati à faire une présentation du projet. Et donc, si vous n'êtes pas familier avec Jitsi, cliquez sur l'icône de partage de son écran pour l'avoir en plus grand, pour bénéficier de cette vue. Merci beaucoup à tous. Alors merci Michael. D'abord, le projet est un projet que je mène depuis plusieurs années avec Elsa Bouchard, qui est là quelque part dans vos petits carrés, et plus récemment avec Christian Rachl à l'Université de Montréal, en collaboration avec beaucoup de personnes, dont par exemple Zach Fletcher, qui est aussi ici dans les petits carrés, Perséide, Perséide, Perseus, absolument l'université de la bibliothèque palatine, donc la bibliothèque de Heidelberg, qui travaille aussi avec nous. Donc on est une grande équipe, je parle aujourd'hui au nom de plusieurs personnes, donc c'est pas mon projet, c'est un projet collaboratif. Alors vous voyez à l'écran une image du livre 4. En fait, on est au début du livre 4, ici, dans le manuscrit. Donc, c'est l'anthologie palatine, comme vous le savez toutes et tous, je vais le dire en 2 mots. Et donc, c'est cette anthologie d'épigrammes grecs, basée sur ce manuscrit du Xe siècle. Il y a eu d'autres manuscrits, mais bon, l'histoire est assez compliquée. Mais disons que, fondamentalement, on a un témoin, c'est celui-là. Il y a l'anthologie des Planudes de quelques siècles plus tard qui reprend donc Bonfin, mais c'est un cas assez particulier où on a ce manuscrit-là. Alors pour être plus précis, le Codex Palatinus 23 que vous voyez ici à l'écran est divisé en 2 parties, parce qu'une partie avec des situations un peu rocambolesques est finie à Paris, et Paris ne veut pas la rendre à Heidelberg, comme c'est souvent le cas. Donc vous voyez ici le Supplementum Graecum 384 qui est à la Bibliothèque nationale à Paris. Donc ces 2 manuscrits-là et une quantité immense d'épigrammes avec des histoires, des transmissions très intéressantes. Alors l'histoire de ce manuscrit-là, si vous ne le connaissez pas, Simon Ebet a écrit un livre qui est presque un roman sur l'histoire de transmission du manuscrit, comment le manuscrit est arrivé jusqu'à nous. C'est assez intéressant. Et en fait, alors, l'idée d'une anthologie. Les projets portent sur qu'est-ce qu'une anthologie et comment, à l'époque du numérique, on peut rendre compte
de la forme anthologie et de la forme anthologie par excellence, donc l'anthologie palatine. L'anthologie palatine est basée sur plusieurs textes anciens, dont le premier, la première source est celle que vous voyez ici, c'est la couronne de Méléagre. Donc ici vous voyez le début de la couronne de Méléagre dans le livre 4 de ce manuscrit. Donc, c'est la première fois, la couronne de Méléagre est considérée le prototype des anthologies et à l'époque d'une culture numérique qui peut être considérée comme une culture anthologique, la question de comment traiter ce matériel, donc de matériel littéraire qui s'accumule en plusieurs siècles, était la base du projet. C'est-à-dire comment on peut traiter ce matériel hétérogène qui se stratifie pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et est-ce qu'on peut trouver un système qui ne soit pas les systèmes traditionnels érudits de faire une édition critique? Il y a déjà des éditions critiques de ce manuscrit, notamment celle de Belles Lettres, mais il y en a d'autres, mais plutôt de rendre compte de l'accumulation d'un matériel anthologique dans lequel il y a un ensemble d'interactions entre, oui, des auteurs anciens, mais des reprises, des pastiches, etc. Donc, il y a un micro qui est ouvert, si vous pouvez fermer le micro, on évite les larcènes. Donc, voilà, l'idée du coup de faire une API et de ouvrir à une édition collaborative dont, par exemple, on fait partie des lycées italiens, des étudiants, etc. Lycée italien, le lycée d'Altamura, par exemple, Annalisa Di Vincenzo a participé avec ses étudiants au projet en rajoutant des traductions, etc. Et donc, considérer ces matériels de façon ouverte, les considérer comme quelque chose qui peut toujours s'accroître avec des nouvelles versions, des nouvelles interprétations, et le considérer comme tout matériel fragmentaire profondément interconnecté. Chaque texte a plusieurs versions, chaque texte a des mots-clés, les mots-clés relient des textes des auteurs, il y a des villes qui sont mentionnées dans les épigrammes ou qui sont les villes de naissance des auteurs, etc. Donc on a commencé à jouer avec tout ça. Nous sommes aujourd'hui avec un projet de nouvelle plateforme que nous développons avec Perséide, avec l'idée de avoir un projet qui puisse être utilisé, une plateforme d'édition qui puisse être utilisée non seulement pour les projets Anthologie Palatine, mais aussi pour d'autres projets d'édition classique fragmentaire. Voilà, ça c'est plus ou moins le point où nous en sommes, là, sachant que les enjeux épistémologiques plus importants sont de penser un modèle de données. Alors là, je vous ferai voir quelque chose et puis en discutant avec Aurélien, probablement on pourra en dire plus. Mais comment faire pour penser ce matériel multilingue, profondément interconnecté, sans devenir fou. Juste pour vous donner quelques petites aperçus du matériel du projet. Ici, justement, vous voyez le manuscrit numérisé par la bibliothèque de Heidelberg. Ce manuscrit est annoté et avec des images 3IF, nous pouvons aligner du coup les manuscrits avec des transcriptions. Juste si je clique ici, je vais voir le manuscrit tel qu'il est repris dans la transcription du Scoli. Évidemment, quand on montre quelque chose, c'est sûr que ça marche pas, mais bon, enfin, il y a la transcription au moins du Scolium 4.11. Et même chose avec les épigrammes, donc nous pouvons aller voir les épigrammes sur notre projet et sur Perseus. Donc le manuscrit est aligné et les manuscrits, cet alignement et annotation du manuscrit est affiché par l'université par la bibliothèque de Heidelberg avec une API que vous voyez ici. Donc, il est possible aussi de jouer avec ces données-là. Nous, de notre côté, nous avons une API existante actuellement que je pourrais vous montrer tout à l'heure, et nous avons une nouvelle API. Nous sommes en train de transformer les données pour qu'elles soient compatibles avec une nouvelle structure plus généralisée et que nous avons négocié avec Perséide justement pour imaginer un système d'édition ouvert à d'autres projets. Donc ici, vous voyez un aperçu de l'API sur laquelle nous travaillons
aujourd'hui. Voilà, j'ai plus ou moins fini. On avait dit 10 minutes, je pense que c'est le temps que j'ai pris. C'était juste pour présenter l'ensemble des enjeux du projet et je laisse la parole à Michael ou Aurélien directement, je ne sais pas. Aurélien, vas-y, pour l'intérêt du temps, saute dans la conversation. Très bien. Alors, merci à Marcello et Michael de m'avoir donné l'occasion de me plonger dans l'état actuel du projet. J'ai cherché à concentrer mes réactions, puisque je suis répondant en quelques questions. Je ne m'attendais pas du tout, Marcello, à ce que tu sois aussi épigrammatique. Donc, je vais essayer de respecter cette concision. C'est parfait. J'ai 2 préambules très rapides pour dire comment je comprends le projet, parce que c'est un projet, je pense, qu'on peut essayer d'attraper par divers biais. Et puis 4 séries de questions. Alors, peut-être que tu me diras au fur et à mesure comment tu veux réagir, et vous me direz les deux à quel moment on ouvre la discussion. Pour ce qui est des préambules, c'est ma propre connaissance du projet Ontologie. Je me souviens d'avoir notamment rencontré Elsa au colloque Digital Humanities and Antiquity en 2015 à Grenoble. Et je le mentionne parce que c'est un moment où je percevais le projet comme un projet d'étude de l'Antiquité par des moyens numériques. Et vous veniez en tant qu'équipe dans un colloque d'humanité numérique, où les gens de Perseus étaient là, où les anglophones étaient présents, donc les développements actuels étaient déjà en quelque sorte possibles. Et puis, de ce colloque en 2015, on va jusqu'à la publication toute récente que j'ai lue grâce à cette invitation dans Digital Humanities Quarterly, donc vous avez sans doute vu le lien. C'est un article qui s'appelle Editorializing the Greek Anthology, qui est à mon avis la synthèse théorique et puis pratique la plus récente, produite par l'équipe. Et entre-temps, ce qui s'est passé, j'ai l'impression, c'est la formalisation progressive de cette notion d'éditorialisation, Marcello. Et avec aussi une synthèse en 2020 que je me voudrais de ne pas mentionner, dans le numéro 1 de la revue Humanité numérique, pour une théorie de l'éditorialisation. Et la façon dont je comprends le projet maintenant a changé. Je le vois comme une réflexion en acte sur les cultures contemporaines. Tu mentionnais la référence à Douai tout à l'heure. Culture contemporaine marquée par le web, la place des amateurs, la relation de la science avec la société. Une réflexion en acte qui passe par une comparaison assez complexe en réalité avec un objet ancien, qui est l'ontologie. Et puis, peut-être une promesse que vous faites d'un effet en retour de cette sorte d'expérience spéculative et performative, artistique aussi, sur la connaissance de cet objet qu'est l'ontologie par les savants. Donc une réintégration aussi des résultats dans le monde savant plus traditionnel. Les objectifs et publics du projet tel que je les comprends, c'est un peu ce sur quoi insiste à mon avis l'article de DHQ. Dès le titre, il est question de la notion d'imaginaire collectif. Donc ce n'est pas tout à fait de l'intertextualité, ce à quoi vous vous intéressez, thème tout à fait courant pour les outils, les projets d'humanité numérique, et encore une nouvelle frontière d'un certain point de vue, mais plutôt, je vois ça comme une sorte d'histoire culturelle, un peu à la Curtius, où on s'intéresse au topos, à des matériaux communs transhistoriques, dans une perspective qui est renouvelée par la réflexion, par exemple, de Milad Douai avec sa culture ontologique qui lui semble être un signe de la culture numérique et de la culture du web, et puis les réflexions de Pierre Lévy, qui sont moins souvent convoquées en humanité numérique, avec cette notion d'intelligence collective. Donc je vois ça maintenant comme un projet qui est avant tout une théorie en acte, une réflexion sur ce moment où nous sommes, et le geste ontologique. Indissociablement, et ça, ta présentation ne le faisait pas ressortir tout à fait pour ceux qui connaissent moins le projet, je crois que c'est aussi un projet de production, création collaborative. La plateforme que vous avez maintenant a des affinités avec d'autres projets que j'ai vus à Montréal ou à Cerisy, comme ce projet de création autour de la figure du général Instinct, où on va du côté plutôt du happening et de la performance et de la création collective à partir d'un prétexte culturel. Dans le cas de l'ontologie, il y a un argument plus traditionnel, mais je crois qu'un des slogans pourrait être « créer, c'est commenter »,« commenter, c'est créer », et effectivement, il y a un jeu assez subtil avec nos façons habituelles de considérer des objets antiques et typiquement de faire une édition, cette perspective philologique. Donc le but, c'est la fin de mes préambules, c'est de donner à penser, j'ai l'impression. Dans mon cas, c'est réussi, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discuter des détails et des principes. Alors j'ai 4 séries de questions. Peut-être que je te dis à chaque fois, Marcello, lesquelles me semblent pertinentes, et puis tu réagis sur ce que tu veux. Le premier point,
c'est de savoir de quel collectif nous parlons dans cette notion d'imaginaire collectif. Il y a la promesse, comme je disais, d'une sorte d'élucidation conceptuelle, je paraphrase un terme de l'article de DHQ. Il faudrait, selon vous, que cette expérimentation éditoriale nous aide à comprendre aussi le passé. Cela me semble compliqué parfois, à certains égards, parce que ce collectif hybride du web, typique de la culture numérique, et les gens qui peuvent utiliser la plateforme, sont en fait très différents des auteurs, compilateurs de l'Antiquité et du Moyen-Âge, qui avaient leurs projets propres. Et je me demande si, dans une perspective historique, on ne risque pas une sorte d'écrasement, en ne réfléchissant pas un peu plus aux fonctions de ce geste ontologique dans des régimes médiatiques qui sont finalement très différents. Préserver de la perte ou préserver du recouvrement parce qu'il y a une abondance de matériaux partagés, ça n'est pas tout à fait la même chose. Donc là, peut-être sur la fonction et la possibilité de dire quelque chose du passé grâce à cette expérience, ça peut être une question intéressante. Et le constat que je ferai, c'est que aujourd'hui, eh bien, en fait, malgré tout l'enthousiasme de la documentation et de l'équipe, qui lit encore les poèmes de l'anthologie eux-mêmes, parmi les usagers du web qui vont aller sur la plateforme, nous ne sommes même plus à l'époque de Marguerite Yourcenar, normalienne, académicienne, romancière qui traduit des épigrammes, ou de Georges Pompidou, président de la République française, qui compose une anthologie de la poésie française publiée en Pléiade. Donc, qui va encore lire le grec original? Qui va traduire? Qui lit encore tout simplement de la poésie? Donc, est-ce qu'il n'y a pas une discordance là, dans cette notion de collectif? Est-ce que ça éclaire vraiment le passé? Et quel est le collectif contemporain qui peut vraiment rendre le projet opératoire, au-delà de l'expérience? Est-ce que tu veux réagir d'abord à cette question, Marcello? Volontiers, merci beaucoup. En fait, merci surtout pour ta lecture du projet parce que tu as bien compris. En fait, je dirais les deux âmes quand même du projet et qui sont un peu en tension, peut-être trop en tension. Il y a d'une part, en effet, il y a une étude de l'Antiquité via les outils numériques. Je suis pas le mieux placé pour en parler parce que c'est plutôt Elsa qui devrait en parler en tant qu'helléniste. Moi, je suis pas un helléniste, je suis un amateur donc de ce texte et en général du grec ancien et des langues anciennes, mais je suis pas un spécialiste. Et à côté, il y a en effet ce travail de réflexion en acte sur la culture numérique, sur la culture contemporaine via un objet ancien qui participe de la production de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc ça, en effet, il y a un passé, c'est sûr qu'il y a ce passé qui produit les présents qui est important pour nous. Je dirais en un mot, et puis comme ça j'arrive à la question sur le collectif, je dirais que une des choses qui nous intéresse, et sans doute celle qui m'intéresse le plus moi en tant que chercheur, c'est la question de la matérialité de l'imaginaire collectif. Qui est une façon un peu bizarre pour dire que je ne veux pas faire de l'intertextualité, mais que je fais finalement de l'imaginaire quelque chose qui est encore plus matériel et inscrit que les textes de l'intertextualité d'une Kristeva, par exemple, qui restent des textes un peu abstraits parfois. La notion des textes, on sait, dans ces années 70-80, devient presque, les textes, on ne peut plus les toucher, tandis que là, ce qui m'intéresse, c'est que l'imaginaire, finalement, a ses côtés très matériels inscrits. Et c'est là peut-être où il y a un lien entre la partie donc de penser les passés et de préserver les passés et les présents. C'est-à-dire qu'à la fois, on s'intéresse aux manuscrits et aux scolies du manuscrit qui là relève du projet particulier et qui va pouvoir nous aider à dire quelque chose du passé aussi, même si nous en sommes pas tous spécialistes. Elsa plus que moi, mais Elsa aussi n'est pas, disons, ses intérêts sont plus littéraires. Je parle un peu pour toi, Elsa, tu peux m'interrompre si tu veux, mais plus littéraire que, par exemple, l'étude du manuscrit en tant que tel. Mais bon, enfin, on s'y intéresse. Et alors, sur la question du collectif, de quoi on parle quand on parle de collectif et de l'imaginaire collectif? C'est qui ces collectifs? Alors, je voudrais souligner une idée profondément anti-essentialiste que nous avons du collectif. Et là, je me réfère aussi un peu aux travaux que Nicolas Soré a fait avec nous sur les questions des revues plutôt, mais c'est la même question. C'est-à-dire, le collectif ne peut pas être une communauté qui est préétablie.
parce que sinon, on retombe avec les collectifs dans les mêmes problèmes politiques liés à l'individualité, c'est-à-dire l'individu comme les collectifs devient une espèce de objet de vente. Quand il est essentialisé, c'est un produit. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le collectif qui se forme autour d'un objet. C'est un collectif qui performe, qui se performe lui-même, et c'est un imaginaire donc collectif qui n'est pas déjà donné, mais qui émerge plutôt au moment où on s'interroge sur lui. Alors, pour faire des exemples, en fait, j'ai aucune idée de quel soit l'imaginaire. Il n'y a pas un imaginaire collectif donné sur l'anthologie, mais il y a tout ce que ces inscriptions peuvent déterminer de lien avec d'autres inscriptions grâce à la participation de quelqu'un qui est autour. Qui est ce quelqu'un qui est autour? Après, concrètement, donc en effet, comme tu le disais tout à l'heure, qui concrètement va participer? Bon, l'exemple des lycéens italiens me semble l'exemple le plus parlant. Il ne s'agit pas d'érudits. Il ne s'agit pas, donc il s'agit des jeunes, tout jeunes, qui ont 18 ans, plus ou moins, qui ont une connaissance du grec plutôt bonne, parce que au lycée italien, on étudie bien les grecs, mais quand même pas des spécialistes. Et en fait, qui ont une culture et une vision du monde dont sincèrement, je ne sais à peu près rien. C'est-à-dire que je sais pas vraiment ce que pense un lycéen italien aujourd'hui et quels sont qu'est-ce qu'il peut ressentir et inventer le moment où il lit ce texte. Ça, c'est pour faire un exemple. D'autres exemples, c'est des étudiants, en effet, universitaires, mais qui ne sont pas forcément hellénistes non plus, qu'on met sur les manuscrits. Donc, il y a un collectif un peu qu'on crée nous-mêmes, un instigant des participations. Et puis, en effet, est-ce qu'il y en aura un autre un peu que nous contrôlons pas? Je sais pas. Pour être très franc, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas comme s'il y avait des millions de personnes qui participaient à la plateforme, mais j'ai quand même l'impression que ce que nous faisons est en train de déclencher l'émergence de groupes assez hétérogènes, même si c'est pas en effet les grands publics génériques, mais des étudiants, des professeurs ou gens qui par contre sont experts d'autres choses, mais qui se mettent à travailler sur ces questions via le projet et qui commencent à s'y intéresser. Donc il y a quand même un collectif qui s'est fait autour du manuscrit. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la puissance que je pense toujours à ces scribes ABC pour utiliser les noms que donne déjà Praise and Dance. Et je pense toujours à quel point le type là sait qui a écrit, on ne sait pas qui c'est, qui a écrit ce petit scoli que je suis en train de vous montrer, qui parle du fait que Méléagre était phénicien, etc. À quel point c'est incroyable que cette inscription puisse déterminer aujourd'hui ce Jitsi. Qui a une autre inscription qui n'a rien à voir, mais qui quand même est déclenchée d'une certaine manière. Voilà. C'était un peu long comme réponse, désolé. J'ai été plus épigrammatique dans la présentation. C'est pour ça que je l'ai salué tout de suite, que tu puisses essayer ces lettres ensuite. Écoute, pour aborder un autre point, mais Michael, dis-nous à quel moment d'autres peuvent intervenir. Il ne s'agit évidemment pas d'en faire un échange, de passer de deux monologues, enfin d'un monologue à deux monologues. Donc, je pense que ce serait bien que là, je vois l'heure, vous parliez encore tous les deux 15 minutes et on ouvre après à tout le monde. Donc, je vais faire un œil sur le temps de mon côté. Super, donc j'arrête de te poser la question. Alors, je voulais revenir à la question de la forme. La forme et donc la question de l'édition. Alors, tu viens de mentionner deux choses que j'allais mentionner comme des apports du projet. Mon étiquette pour ces questions, c'est une forme si subversive, point d'interrogation. Donc, c'est déjà poser une question, si tu veux, sur le fait de savoir si ce n'est pas moins subversif qu'on ne peut le penser, ce qui pose que ça l'est un petit peu et que ça veut l'être. Voilà. Certains des apports qui me semblent peut-être sur un plan plus traditionnel qu'on pourrait le penser quand on découvre le projet, sont justement le travail sur les scolies, qui va être, à travers la transcription, la mise en jeu de ces textes-là, quelque chose de très important. Et parallèle aux scolies transcrites
pour le projet Harmon Multitext, aussi dans des contextes scolaires d'ailleurs. Et puis la partie justement de projet Educational Project dans l'article de DHQ. Je pensais aux lycéens des lycées classiques italiens. Donc tout ça, c'est relativement traditionnel, mais la façon de le faire et l'apport que ça peut donner est évidemment aussi lié à cette question plus nouvelle que tu poses. Mais finalement, ce que je vois dans ce projet, c'est un modèle d'édition à plusieurs facettes qui existent, qui s'inscrit dans des débats qui ont lieu depuis quelques décennies. Vous parlez dans l'article de DHQ d'un aspect scientifique, d'un aspect public, du bot sur Twitter, qui apparemment s'est mal comporté. Il a été suspendu, si j'ai bien vu. Donc je ne sais pas si c'est lié aux thèmes pédérastiques ou autres qui ont pu arriver lorsqu'il a retransmis les épigrammes, ou s'il y a une question technique de droit, etc. Bon, c'est assez intéressant comme question, mais c'est vraiment un tout petit bout de la lorgnette. Mais ce que je voulais dire sur le modèle d'édition, c'est qu'on avait plusieurs facettes, certaines plus nouvelles que d'autres, et que fondamentalement, vous mettez en avant le fait qu'une édition est une base de données, et que vous voulez, vous, accessible en lecture et en écriture à n'importe qui. C'est là la singularité et le fondement technique de la notion d'ouverture. La question que je me pose en lien avec ce modèle multifacette, c'est comme ça que je l'ai formulé dans mes notes, peut-on tout faire, contribuer efficacement sur tous les plans? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut fournir à Perseus et aux antiquisants une transcription utilisable, correcte, vraie, vérifiée, tout ce que l'on veut, des scolies, travailler en même temps à une plateforme qui utilise IIIF, les standards, etc., en même temps renouveler entièrement l'histoire culturelle de l'anthologie, et puis faire une plateforme de création participative. Est-ce que c'est possible de faire tout ça à la fois grâce à ce modèle-là? Et le projet, je disais, est inscrit dans différentes possibilités, différents débats sur l'édition numérique. Ça fait beaucoup penser à ce qui, dans la décennie écoulée, s'appelait édition sociale chez les Canadiens et puis aux États-Unis, et des débats où on s'interroge précisément sur la place des spécialistes, des amateurs, et sur la bonne taille, en fonction des valeurs des digital humanistes, d'une équipe d'édition. Est-ce que l'on peut faire autrement? Et de ce point de vue-là, ça me semble intéressant de savoir si il n'y a pas besoin, ce sera ma prochaine question après sur valeur et autorité, s'il n'y a pas besoin de quelqu'un qui soit responsable du contrôle de la qualité. Alors je le dis volontiers avec des termes de management ou d'entreprise, mais il s'agit de faire la même chose que dans la Suda Online, vieux projet collaboratif père d'une grande partie des Digital Classics, où il y a quelqu'un qui est responsable de la mise en forme, mais surtout du vetting. Du moment où on dit il y a un niveau de qualité qui est atteint, on peut se fier à la traduction. Typiquement, il s'agissait d'un projet de traduction d'une encyclopédie byzantine. Mais c'est la même chose chez Wikidata, avec plateforme avec laquelle vous voulez faire du linked open data. Il y a des administrateurs dans votre base de données, au bout du compte. Donc, est-ce que la forme est si subversive à travers cette question de la base de données, et est-ce que vraiment elle est capable d'aller sur tous les fronts à la fois? C'est assez ouvert comme question. Oui, je peux te donner une réponse très courte, c'est non. Donc, peut-on tout faire? Non, évidemment. Et alors, c'est sans doute une faiblesse du projet, mais peut-être c'est aussi l'intérêt du projet de recherche, c'est-à-dire qu'on a fait un projet qui est impossible, comme tu le remarques. En fait, j'ai eu des discussions avec justement les spécialistes, les hellénistes qui travaillent sur les manuscrits, et évidemment, ils ont regardé d'un œil un peu... disons, avec un peu de peur, les travaux qu'on faisait, parce que quelle est la fiabilité de ce qu'on peut produire? Est-ce qu'on est capable vraiment de produire, par exemple, des transcriptions des scolies qui soient d'un bon niveau? Alors, Gregory Crane, qui a fait partie du projet, qui fait un peu partie du projet, continue à dire, bon, il faut faire attention parce qu'il y a tout un mythe sur cette qualité immense du travail individuel, etc. Et puis finalement, peut-être, on arrive à faire quelque chose d'autre. Donc, je dirais que non, on ne peut pas tout faire, on sait qu'il y a des limites, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on teste ces limites et qu'il y a des choses, des modèles qui émergent au fur et à mesure qu'on fait les choses.
c'est-à-dire typiquement sur la question de la révision des qualités. Hein. Là, on est en train de travailler avec ELSA à des modèles, donc à une modélisation, d'abord une modélisation représentationnelle, ensuite ça sera intégré avec des algorithmes de validation. Qu'est-ce que c'est que la validation? En fait, et comment on peut aider d'un point de vue algorithmique à faire une validation de type scientifique. Alors typiquement, là, on est en train de les faire avec les travaux des étudiants. On a 5-6 étudiants qui travaillent à temps plein sur la transcription des scolies, etc., la notation du manuscrit, etc. Comment je fais pour savoir, est-ce que je vais tout regarder, mais alors, en plus, pas moi, mais la seule qui soit vraiment capable scientifiquement de les faire à ELSA. Donc, en gros, est-ce qu'ELSA fait toute seule l'édition de tous les manuscrits? Bon, c'est pas très intéressant, mais alors, de quelle manière on peut mettre en place des systèmes pour regarder, alors on l'a pas encore fait, mais on est en train de les penser, pour nous aider à contrôler ce que les étudiants ont produit et donc inventer aussi des modèles de validation scientifique qui seraient évidemment différents de ceux qui... et donc la Souda, en effet, est un bon exemple. Wikipédia est un excellent exemple. Wikidata aussi, mais Wikipédia me semble le plus intéressant quand même au niveau de principes nouveaux de validation. Donc il y a toute cette question-là. Alors, et en effet, après, ça c'est disons, pour le présenter de façon un peu idéaliste. Dans la réalité, parfois, on est confronté à, bon, on doit prendre des décisions. Et en effet, aller dans un côté ou de l'autre. Par exemple, avec la notation du manuscrit sur le site et en utilisant l'API de Heidelberg, là, on ne peut pas trop s'amuser à faire les POP. Comme pour utiliser les termes qu'utilise Margot pour décrire les projets. Donc, on ne peut pas être pop sur un site qui est un site savant dans le sens classique du mot. Et donc, quelqu'un qui va chercher les annotations sur le serveur de la bibliothèque palatine ne veut pas trop voir qu'on s'est amusé à jouer, à les mettre en relation avec des chansons de Brassens. Donc là, il faut prendre des choix et puis c'est aussi, il faut un contrôle derrière parce que si les étudiants annotent le manuscrit, il faut quand même être sûr qu'ils n'ont pas annoté n'importe comment, etc. Donc là, on est dans un choix un peu plus, comme dans les cadres, par exemple, des liens faibles. Margot peut-être pourra en dire un mot si elle le souhaite. Là, on est avec un choix clairement pop. Donc là, il n'y a aucune vérification. Donc il y a ces éléments qui rentrent un peu en contradiction dans le projet. Je ne suis pas sûr de ce qu'on pourra en faire. C'est-à-dire, une fois que le projet sera fini, qu'est-ce qu'il va être comme objet de connaissance? Ça, c'est une bonne question et je ne suis pas sûr qu'on a la réponse. Ce qui nous intéresse actuellement le plus, c'est la dynamique que ça déclenche, qui pose une série de questions, qui sont celles que tu soulignes, en effet. Écoute, je pense que tu as répondu à la plupart de mes points suivants sur la plus-valeur autorité. Pour ceux qui n'ont pas lu l'article de DHQ, il y a souvent, je trouve dans cet article, une sorte de volonté de déconstruire l'autorité, qui est vue comme réificatrice. Et je dirais, pour aller vite, que c'est jouer l'éditorialisation contre l'édition. Il y a quelque chose d'autodestructeur dans ce projet d'édition, il ne s'agit pas de faire une édition, en fait. Il s'agit d'autre chose aussi, au-delà. Et l'impression que ça peut donner, lorsque le propos est radical dans l'article, dans les présentations, c'est que toutes ces autres productions de la communauté qui viennent se mettre autour de cet objet, comme tu le disais, et qui poursuivent le geste anthologique en se réappropriant ces objets culturels, ce sont des choses qui sont vues dans la plateforme comme ayant la même valeur. Alors pas sur le site de Heidelberg, dans les annotations de manuscrits, mais du point de vue strict de leur statut, elles sont une entrée dans la base de données, dans un fichier à plat, où justement on veut qu'elles aient ce statut. Chaque contributeur redistribue la tradition. D'un point de vue conceptuel, on voit bien pourquoi c'est très stimulant et que ça peut plaire. Et néanmoins, dès qu'on rentre dans le cadre d'une interface, il faut bien qu'il y ait des formes d'autorité qui subsistent, ne serait-ce que pour que le lecteur s'oriente à travers cet espace de texte en cascade, en quelque sorte. C'est l'enjeu notamment de ce que font les gens de Perseus ou du Center for Hellenic Studies et de Perseus, avec cette notion de micro-publication, où le commentaire des étudiants, de n'importe qui, vient éclairer le texte d'une certaine manière, mais il faut quand même réussir à le situer par rapport à un texte source, par rapport à une tradition, par rapport aux travaux secondaires, savants, etc.
Wikipédia, ça c'est ce qu'on vient de dire, c'est pas un espace de liberté anomique, c'est un espace ouvert et qui peut être ouvert parce qu'il est autorégulé par une communauté qui se donne des règles. Et j'ai l'impression qu'avec ces textes qui sont équivalents au sens fort, c'est une position intellectuelle, on a une limite claire à ce modèle qui est finalement l'attention, le temps d'intelligence focalisée que chaque lecteur, auteur, contributeur, peut consacrer à tout cela. Je disais tout à l'heure qui lit encore du grec, bon, je joue contre mon propre camp en disant cela, qui lit encore l'anthologie et régulièrement. De cette manière-là, on peut voir aussi que c'est compliqué d'imaginer que tous les contributeurs aient lu toute l'anthologie. Évidemment non, bien sûr. Donc, il y a un problème d'autorité qui est lié à la question de l'interface. Comment est-ce qu'on peut vraiment naviguer, puisque une des innovations, c'est de proposer ensuite des parcours à travers les créations primaires, secondaires, étagées dans le temps. Et ce qui va avec pour moi, ce sont les deux dernières questions de ce fil, c'est ce projet non seulement est impossible, tu disais, mais par principe, il est infini. Donc, quand est-ce qu'il s'arrêtera? Ou alors, question moins théorique, quelles sont les étapes de sa réussite, selon toi, selon vous? Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, on peut se dire, là, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé, qui nous semble être une étape? Et ma deuxième question, c'était quel est le cadre éthique du projet? Je ne sais pas si c'est le bon terme. Je me demandais quelle culture cela favorisait finalement. Vers quoi cela va? Quand on est wikipédien, on a une idée de la culture. La plupart du temps. Quand on contribue à l'anthologie palatine sur la plateforme, qu'est-ce qu'on a comme idée de la culture? Qu'est-ce qu'on est en train de développer en fait? Merci beaucoup. Bon, je suis ravi de tes questions qui me plaisent beaucoup. Je vais commencer par la question de l'autorité. En tant qu'anarchiste, je me suis rendu compte dans le temps, en militant un peu, que le problème n'est pas l'autorité. Le problème, c'est la transparence de l'autorité. C'est-à-dire, c'est les moments où la naturalisation de l'autorité. C'est-à-dire le fait de penser que l'autorité est une et une seule et qu'elle est naturelle, qu'elle ne peut pas être mise en question. Alors, du coup, la critique de l'autorité, qui est à la base de l'anarchisme, n'est pas vraiment une critique de l'autorité, mais plutôt une critique d'une autorité unique, donc du pouvoir associé à l'autorité. C'est ça le point. Et ça, c'est un peu ce que je disais dans mon livre sur l'éditorialisation. J'avais commencé par dire il faut attaquer l'autorité, puis je me suis rendu compte que Hannah Arendt a raison sur ça. Le problème n'est pas du tout attaquer l'autorité, c'est plutôt faire en sorte qu'il y en ait des autorités, mais qu'elles soient plurielles et qu'elles soient reconnaissables en tant que telles. Alors là, la réponse est à la fois la réponse à ta demande éthique et à la question de la validation. Le problème est qu'une certaine autorité sur ce qui est valide et ce qui n'est pas, rapidement, un peu l'idée lachmanienne d'édition, je simplifie, c'est tellement naturalisé avec cette différence entre l'érudit et le non, celui qui sait, celui qui ne sait pas, etc. C'est tellement cristallisé au point à devenir complètement transparente et donc dire la vérité du texte est celle-là. En fait, c'est comme ça qu'on doit lire un texte. Alors, l'idée pour moi, alors je suis évidemment pas du tout les seuls à le faire et on n'est pas les seuls dans ces projets-là. La nouvelle philologie a fait cette critique elle-même, donc il y a plusieurs modèles, donc je simplifie, mais quand même, l'idée c'est de dire, ok, quels sont les modèles d'autorité qui sont en train d'émerger et qu'on peut aussi inventer aujourd'hui. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, la plateforme est un modèle d'autorité parce que en fait elle doit te donner des idées sur qu'est-ce que ça veut dire le texte que tu lis, c'est quoi son sens, c'est quoi sa fiabilité, en quoi il est fiable, en quoi il l'est pas, etc. Donc penser un modèle d'édition, et c'est ça que nous faisons avec les projets, signifie penser des modèles d'autorité. Donc, d'un point de vue éthique, le projet m'intéresse au moment où ces modèles d'autorité sont négociés avec un collectif dynamique et ne sont pas donnés a priori. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de le faire parce que justement, nous assistons à l'émergence de nouveaux modèles d'autorité. Google, selon moi, est
est le plus significatif, hein, et les GAFAM en général, mais Google, je pense que c'est la plus intéressant, la machine morale, comme l'appelle Cardon. En fait, Google est l'autorité par excellence, sauf qu'il s'impose et son autorité n'est pas négociée. Ses principes d'autorité ne sont pas négociés collectivement, il nous les impose. Alors, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est de pouvoir négocier collectivement où ces collectifs restent ouverts, même si petits, et je suis d'accord, et pas tout le monde, mais quand même ouverts. Et comme sur Wikipédia, justement, qui le fait, que la communauté, le collectif puisse négocier les principes d'autorité. Et donc, se poser la question de façon complètement ouverte, quels sont les principes que nous souhaitons mettre en avant? Ça, c'est la réponse à la question éthique. Et donc, quand il s'arrête le projet, en effet, ça, c'est un autre grand problème. Potentiellement, le projet est ouvert à l'infini. Alors, il y a deux questions, je dirais, quand il s'arrête et surtout, qu'est-ce qu'il va devenir par rapport à sa préservation après la mort du projet, hein, parce qu'il y a ça aussi comme question. Alors, je dirais que pour donner, il pourrait rester ouvert à l'infini, mais pour donner des balises, on souhaiterait avoir une édition, je veux dire, avoir au moins des bases sur l'ensemble de l'anthologie. Des bases, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins, pour donner un chiffre un peu au pif, 3-4 versions par épigramme, une version en grec, une version en grec, puis en certaines traductions, plus en d'autres langues, chaque épigramme soit balisé avec des mots-clés, avec des mots-clés, avec son auteur, donc avec les colis, etc. Quand ça sera fini, je pense que on sera déjà assez content. Voilà. En même temps, il pourrait continuer, ça va dépendre de finances, etc. Mais bon, disons que là, on a quand même un objectif sur les 5-7 ans qui est là. Et je dirais que la collaboration avec des institutions autres donne peut-être un peu des garanties sur la pérennité plus à long terme. Donc, typiquement, la Bibliothèque Palatine qui a des fins. En fait, on pourra, et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire en discutant avec eux, on pourra essayer de pérenniser au moins certains bouts des projets selon certains usages particuliers et, par exemple, usage érudit plus classique, etc. Évidemment, l'enjeu, c'est de savoir négocier au moment de la cristallisation de certains résultats des formes de circulation et de pérennisation qui soient compatibles avec les formes d'autorité que nous avons imaginées. Évidemment, l'échec du projet serait si à la fin, on arrive à faire « OK, j'ai fait une édition critique classique avec un bout du projet, puis le reste, ça a été les fans, mais c'est fini. Voilà. Bon, ça serait un peu un échec. C'est un risque possible. Je veux dire, ça serait un échec partiel, hein, parce que ça voudrait dire qu'on a quand même produit quelque chose, mais c'est un risque et peut-être ça nous ferait conclure. Je veux dire, c'est une recherche, hein, donc il y a des questions qui restent ouvertes. Peut-être ça nous ferait conclure qu'on avait tort, qu'on ne peut pas renégocier ces systèmes d'autorité, qu'ils sont là, que c'est pas, au moins que c'est pas comme ça qu'on pourra les faire. Donc là, il y a des questions qui, selon moi, restent ouvertes. Nous n'avons pas la solution. Est-ce que on aura quelque chose qui pourra se poser de façon originale ou pas? Je pense que c'est la question qui va être un peu à laquelle on veut donner la réponse. C'est la question des recherches, une au moins des questions des recherches. Écoute, ça me convient tout à fait. Je n'ai aucune autorité pour te dire que ça me convient, mais ça me semble un bon plan. Dans une dernière partie, j'avais 4 questions. Je vais juste les nommer peut-être, et puis tu en choisis une, ou bien on ouvre la discussion sur une des questions. C'était en fait ce qui sous-tend le tout, c'est le lien entre l'anthologie grecque et cette notion d'éditorialisation. Dans mes notes, je dis affinité réelle, pertinence d'un éclairage réciproque. Est-ce que c'est si évident que c'est un bon objet pour cette théorie? Tu insistes parfois sur le fait qu'il y a une imbrication et que l'un est né de l'autre et a permis de faire évoluer le modèle en même temps que la théorie. Tu te demandes comment est-ce qu'on peut publier, éditer, publish l'imaginaire ontologique dans l'article de DHQ. Moi, je me suis demandé à un moment, au fil de cet article, l'imaginaire est précisé comme imaginaire littéraire. Tu y as fait allusion tout à l'heure. Pourquoi on s'intéresserait particulièrement, dans le cadre de cette théorie, même d'un projet comme celui-là, à des objets littéraires? Puisque tu étends cela à des objets artistiques, les contributions sont transmédiatiques et peuvent être de toutes sortes, mais finalement, je disais commenter c'est créer, créer c'est commenter. Jusqu'à un certain point, le commentaire savant est une forme de création artistique dans ce cadre-là.
en quoi est-ce qu'il y a une dimension littéraire et en quoi est-ce que ça respecte historiquement le développement de cet objet de littérature dont l'anthologie est un exemple intéressant. Donc ça, c'est la littérature. Deuxièmement, ça c'est un petit point de spécialiste, mais intéressant pour les spécialistes de texte, l'anthologie repose quand même sur des effets de série. Il y a des cohérences locales. Tu les mentionnes parfois, mais c'est vrai que vous insistez peu, parce que ce ne sont pas des articles philologiques traditionnels. Et le paradoxe, c'est que les lecteurs, que ce soit les usagers de votre plateforme, j'imagine, ou les lecteurs habituels de l'anthologie, s'intéressent plutôt à des poèmes individuels. Ils y arrivent avec une question sur un texte, éventuellement sur un auteur, éventuellement sur un thème, mais ne s'intéressent pas forcément aux effets de série et ne cherchent pas à créer cette constellation, à réfléchir à l'intertextualité définie en un sens nouveau, etc. Pas forcément. Donc là, il y a peut-être une contradiction entre l'effet de série possible, l'intérêt pour des poèmes individuels. Troisième, le plus général, en fait, l'interprétation est multiple. Tu écrivais dans un article de Sens Public un peu plus ancien, de 2017. Il n'y a pas de vérité du texte. Toute interprétation, toute réception du texte nous intéresse dans ce cadre-là. Et c'est là que, de même que le problème de littérature se pose, il me semble que c'est vrai de tout texte. Et en quoi ce principe est-il particulièrement pertinent pour une anthologie, si tu veux? L'éditorialisation, finalement, ça m'apparaît, quand j'en vois les définitions, comme l'histoire de la culture, conçue comme dynamique, comme toujours ouverte. Tu reprends l'expression, je ne sais pas s'il y a Umberto Eco derrière, ça devient open œuvre, avec du français dans l'anglais, dans DHQ. Et cette question de l'ouverture, c'est celle de l'interprétation. Elle n'est pas du tout spécifique d'une forme, ni littéraire, ni même discursive, ni même textuelle. Et finalement, c'est toute ouverture pragmatique d'un objet culturel. Le web est un bon modèle pour cela. Et c'est une des bases de la réflexion sur l'éditorialisation. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique et en quoi l'anthologie est-elle vraiment pertinente? Et il me semble, c'est la dernière question, est-ce que ce n'est pas un matériau paradoxal finalement l'anthologie? Parce que si je le dis rapidement, ces textes sont relativement désuets, même par rapport à d'autres textes grecs. On est habitué dans nos sociétés à voir éventuellement la tragédie grecque comme un objet de pensée qui peut renouveler, nous montrer, nous choquer, faire surgir des émotions, de la pensée, etc. Toutes ces petites épigrammes sont un ensemble d'objets qui sont largement désuets, hors d'usage, au sens propre, qui sont la trace dans le manuscrit d'appropriation, de clôture successive d'un corpus, et tu veux les prendre comme paradigme d'une ouverture transmédiale et absolue. Ce paradoxe est peut-être compliqué en fait. Pendant que tu posais la question, j'avais noté paradoxe, puis tu as utilisé le mot paradoxe toi-même, donc oui, d'accord. J'essaye en une phrase pour donner ensuite la parole au public de répondre de donner des pistes, des réponses à l'ensemble de ces dernières questions. C'est justement la question du paradoxe qui m'intéressait. C'est-à-dire que c'est à la fois un objet finalement très érudit, et l'enjeu c'était ça, c'était de dire, ok, comment à partir d'un scoli de C ou de J qui dit voilà, je sais pas quoi, qui dit finalement des choses qui intéressent un public très très spécialisé, comment à partir de là on peut parler d'une circulation globale du savoir, de la connaissance, de l'imaginaire, etc. Donc ça, c'était un peu... Et du coup, si la théorie de l'éditorialisation fonctionne sur le manuscrit, sur les Codex Palatinus 23, a fortiori, ça fonctionnera pour d'autres objets. Donc ça, c'est un peu... c'est une demi-réponse. Pour les questions des séries aussi, j'aurais des réponses. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais là, on avait fait quelque chose qui permettait de refaire les séries, parce que ça, c'est aussi une idée importante de naviguer au milieu du fragment en se faisant ses propres systèmes de navigation. Hein. Et donc, oui, il y a des séries qui sont inscrites dans l'anthologie, mais il y en a d'autres qui ne les sont pas, mais qui en fait pourraient l'être. C'est-à-dire, parmi les travaux un peu plus des spécialistes sur l'anthologie, il y a justement le fait de reconstruire quelles étaient les anthologies sources. Et là, il s'agit de prendre des bouts, de les remettre ensemble, et du coup, la possibilité de l'avoir en base de données, ça permet de reconstruire des séries qui ne sont pas forcément inscrites dans la continuité linéaire du manuscrit. Donc ça, il y avait d'ailleurs, avant, tu avais parlé d'édition comme API, c'est une autre thématique sur laquelle je vais revenir
en tout cas, pour finir sur cette question, et je ne vais pas te répondre sur la littérature, parce que sinon ça va nous prendre trop de temps, mais pour revenir sur la question d'éditorialisation, je pense justement qu'il y a quelque chose à la fois d'intéressant dans la circulation de ces manuscrits en 16 siècles de poésie et puis 10 siècles de circulation du manuscrit. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour ouverture et fermeture, ouverture et clôture, et qui intéresse du coup le concept d'éditorialisation, et à la fois la question du paradoxe, en effet, d'un objet finalement érudit, d'un objet qui n'est pas... L'autre chose intéressante, c'est que c'est un objet qui n'est pas directement connu. Personne, je veux dire, personne. Les grands publics, quand on parle d'anthologie palatine, on ne sait pas ce que c'est, ils ne savent pas ce que c'est. Mais par contre, peut-être ils en connaissent certains topoi. Ça, c'est un autre paradoxe intéressant. Peut-être personne ne sait qui est Asclépiade. Mais en fait, les trucs sur les carpe diem qui viennent de ces épigrammes, bah, tout le monde les connaît. Du coup, par exemple, les stéréotypes sur l'amour, le plus je lis les livres 5, le plus je suis désolé du niveau des stéréotypes. C'est vraiment accablant. Mais ces stéréotypes-là, le manuscrit les crée. Tout le monde les connaît, ces stéréotypes-là. Le fait de pleurer parce que elle nous ouvre pas, elle nous veut pas, les trahisons, les lampes témoins d'amour, les serments pas respectés, etc. Bah, tout ça, c'est en gros, c'est du matériel presque consommé, mais en tant qu'original, il n'est pas connu. Donc là aussi, il y a un paradoxe qui est intéressant. Exactement, dans la théorie de l'éditorialisation, il y a la question de dire, bah, il y a des bouts, des codes que tu penses qui servent à rien et qui te conditionnent surtout pas. Un format, une petite bibliothèque utilisée en JavaScript, et tu dis, bon, enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais en fait, c'est cette bibliothèque-là qui est en train de jouer un rôle fondamental. Là, tu as peut-être un Scoli que personne n'a lu, sauf Price and Dance en 1905, et qu'en fait a une importance beaucoup plus forte que ce que tu penses. Du coup, et il joue dans la production de l'espace et il joue dans la production de l'imaginaire collectif. Voilà. Eh bien, merci à tous les deux pour cet échange très fructueux. Je pense que même si on s'arrêtait là, techniquement, on est à 5 minutes de la fin de l'heure, ce serait déjà une super matinée pour plein de points très stimulants. Mais évidemment, je vais encourager tous ceux qui doivent partir à 11 heures de quitter discrètement la salle virtuelle. Mais tous les autres, maintenant, si vous avez une question, levez la main, allumez votre caméra. Je suis sûr que Marcello et les membres de son équipe, Elsa est là, Margot, seront aussi intéressés à rebondir. Donc, n'hésitez pas. J'aurais dû remettre ma caméra pour faire plus humain. Oui, évidemment, moi j'ai pris la parole au nom de tout le monde, mais Elsa, Margot, mais même Annalise, si tu veux dire quelque chose. Oui, et j'espère quand j'ai dit Marcello et son équipe au début, j'ai fait bref, je voulais heurter le sentiment de personne, évidemment, pour pas nommer tous les membres de l'équipe dans ce sens-là, mais c'est effectivement une belle collaboration en général. Est-ce que je peux oui, en fait, je voulais remercier Aurélien pour ses questions. Je pose des excellents challenges. En fait, ça, c'était des questions qui sont déjà revenues dans des discussions entre Marcello et moi. Et je suis bien heureuse que ce soit Marcello qui y ait répondu parce qu'on t'as vraiment mis le doigt sur effectivement des croquesses, donc des points d'achoppement, des choses qui sont pas réglées, en fait. Je suis contente de voir que tu penses la même chose que moi sur certaines difficultés, comme si le côté savant versus pop. Bon, moi je suis pas très pop, mais voilà, donc en fait je voulais vraiment te remercier, c'est vraiment des bonnes questions, et je remercie Marcello d'avoir répondu parce que j'aurais eu beaucoup de difficultés à y répondre de façon aussi éloquente. Voilà. Parfait. Je vois une question de la main levée plutôt d'Emmanuel Borlock. Oui, vas-y Emmanuel. Merci.
Alors, merci aux deux intervenants pour la qualité de la discussion qui était vraiment stimulante. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce qui a été dit sur les questions de l'autorité et la naturalisation de l'autorité. Je pense qu'on est en plein dans le sujet. Et je voudrais suggérer que l'exemple de cette autorité naturalisée qui n'est pas une preuve de véritable autorité scientifique, il n'y a pas que les GAFAM. Je pense que le fonctionnement traditionnel de l'édition repose aussi sur une forme de prise de pouvoir qui accepte difficilement la contestation et qui, en ce moment, sous l'effet des politiques de sciences ouvertes, est aussi en train d'être contestée, de bouger. Rien que l'idée que, par exemple, sous l'accord DORA, on ne doit pas évaluer un article scientifique sur le contenant, c'est-à-dire la revue, sur la notoriété ou le prestige de la revue, mais vraiment sur l'article, joue aussi à faire bouger les lignes de cette pratique de l'autorité. Et je trouve que ça rejoint aussi des enjeux de cette édition qui se voulait, comme l'a rappelé Aurélien, une base de données. Je pense que cette question de l'autorité autour des données, autour de ce qu'on montre, de ce qu'on peut donner à voir des données est aussi extrêmement importante. Et il me semble que c'est aussi l'occasion d'orienter les discussions sur la science ouverte vraiment sur quelque chose qui est au cœur d'enjeux scientifiques purs, alors que c'est plutôt perçu souvent comme la prise de pouvoir de la technostructure, si j'ose dire, ces injonctions à la science ouverte, mais on voit bien que c'est la question de l'autorité scientifique. Et ce que tu dis, Marcello, sur les modes d'autorité apportés par les plateformes, il y a aussi des gros enjeux pour ces plateformes développées par le monde académique, pour elles aussi définir la façon dont elles doivent être elles-mêmes critiquées sur leur rapport à leur modèle d'autorité, la façon dont elles permettent sa discussion. Ouais, merci beaucoup Emmanuel, juste complètement d'accord avec toi. Je pense justement que il est nécessaire, juste petit rappel, évidemment Google est basé sur les citation index, hein, donc c'est un modèle académique hein, d'autorité, et d'ailleurs combien ces modèles influencent notre pratique des chercheurs. Ici en Amérique du Nord, peut-être même plus que chez vous en France, mais voilà, bon, enfin. Donc, oui, il me semble fondamental d'opacifier les modèles d'autorité, c'est-à-dire dans le sens de les rendre, d'en faire une critique, une analyse et une critique, et d'en produire une multiplicité, de façon qu'on puisse à chaque fois être conscient de quels sont les principes derrière ces modèles. Je pense pas qu'il y en ait un meilleur que l'autre, ou bon, oui, il y en a certains qui peut-être auxquels on n'adhère pas pour toutes sortes de raisons, mais je pense que le plus important, c'est pas tellement de dire celui-là il est bon, celui-là il est pas bon, mais plutôt de comprendre quels sont les principes derrière. Et donc, en effet, ceux qui sont derrière l'édition, les différents types d'éditions. Alors, l'édition comme un pays, Hugh McGuire, qui est un éditeur montréalais, écrivait ce billet des blogs il y a quelques années sur éditer signifie penser des API. Je pense que c'est très intéressant parce que penser des API signifie justement penser des modèles épistémologiques. Et on sait que tu disais sur ce que tu disais sur la technique, je sais qu'il y avait Robert Alessi qui était connecté tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là, mais avec Robert, on a beaucoup discuté de cette question de faire passer la technique comme si c'était quelque chose de neutre, hein, et en réalité, évidemment, les choix techniques sont toujours des choix qui portent des valeurs, et en fait, il faut faire très attention au moment où on se dit, je ne vais pas me poser des problèmes techniques parce que de toute manière, ça, c'est des problèmes en gros de secrétaire, hein, parce que c'est très souvent comme ça que c'est traité, parce que ça veut dire que c'est juste on donne à la technique plus de pouvoir, parce que simplement, on naturalise le modèle que une certaine technique nous propose, et très souvent, hélas, c'est le modèle que nous propose la technique des GAFAM.
Donc, en gros, c'est ça, c'est le citation index de Google avec Google Scholar, avec Zoom et avec Microsoft Word, et c'est ça les autorités qui arrivent et qui s'imposent, qui sont, souvent, il faudrait les questionner. Donc voilà, j'espère, quel est le rapport avec ces projets-là, on s'éloigne un peu, mais je pense que d'un point de vue théorique, oui, on est d'accord sur le point important. Alors, Michael m'a confié le soin de continuer à prendre les questions parce qu'il doit rejoindre une nouvelle réunion. Julie avait levé la main, je crois. Oui, bonjour, merci beaucoup. Alors, merci énormément pour cette présentation de projet qui est très très stimulante et alors qui, moi, me stimule et m'intéresse particulièrement parce que ça fait quelques années que je travaille avec quelques collègues sur un projet justement d'édition numérique d'un manuscrit qui contient un état de l'anthologie grecque, qui est un manuscrit de la bibliothèque martienne à Venise, qu'on a commencé à encoder. Alors nous, on a fait un choix très différent. On est parti sur un encodage en XML-TEI. Et alors, je voulais, on a publié une description de nos premiers choix d'encodage dans la première livraison de la revue Humanité numérique. Donc, c'est paru il y a très peu de temps. Et alors, c'est une question un peu compliquée, donc je vais essayer de l'aborder justement par la question de l'autorité. En fait, oui, les contenus de l'anthologie palatine est pauvre parce que ces textes n'ont pas été préservés pour autre chose que par le fait d'être des supports d'autorité. Pourquoi est-ce que l'anthologie grecque existe dans différents états historiquement? Parce qu'en réalité, c'est un support d'enseignement du grec et que ces collections étaient constituées quasiment ad hoc pour servir à un propos pédagogique, un propos d'enseignement. Donc c'est vrai que là, c'est un petit peu, on est face à ces textes-là dans la situation de quelqu'un qui voudrait dans 3 siècles faire une édition numérique du Lagarde et Michard, par exemple, ou d'une série scolaire qui propose des morceaux choisis, de la bonne littérature à apprendre dans les écoles. Et c'est pour cette raison qu'il y a différents états de la collection de l'anthologie grecque. Parce qu'à chaque fois, c'est des compositions ad hoc, c'est des choses qui ont été assez bien documentées par Paul Canard, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur ces découpages-là. Et alors, je me pose une question, parce que c'est des questions que nous-mêmes, on s'est posées, et nous, on a choisi de les résoudre en gardant la forme historique de ce manuscrit qu'on veut éditer. Et en considérant ce qui a de l'intérêt, finalement, c'est ce choix de découpage-là et de présentation-là, avec ces scolies-là, dans cet objet-là, qui a été un objet scolaire. Dans les différents écrans que vous avez montrés, j'ai vu une sorte de... ce que moi j'ai vu comme une ambiguïté, mais en fait c'est peut-être pas une ambiguïté, et j'aimerais vous entendre là-dessus, entre anthologie grecque d'un côté, anthologie palatine de l'autre. Et il me semble que dans le projet de base de données, en fait, moi je ne sais plus, est-ce que ce que vous éditez, c'est l'anthologie palatine? Et donc dans ce cas-là, comment vous mettez en valeur dans la base de données le choix de découpage du compilateur de l'anthologie palatine? Qu'est-ce que vous faites des autres textes qui ne sont pas des épigrammes, qui sont dans le manuscrit palatin? Ou est-ce que le projet est beaucoup plus vaste que ça? En fait, c'est l'anthologie grecque, c'est-à-dire toutes les collections d'épigrammes telles qu'elles ont été transmises, en montrant l'anthologie palatine, je ne sais pas, comme une sorte de focus ou de cadrage à l'intérieur. Voilà. Comment vous avez travaillé sur cette ambiguïté-là et comment vous voulez la traiter? Merci beaucoup, Julie, pour la question. Et je ne connaissais pas votre projet, donc on va les voir et peut-être se reparler aussi parce qu'il y a des choses intéressantes peut-être à travailler ensemble. Il y a cette ambiguïté, en effet, c'est bien vu. Et c'est une ambiguïté, alors je dirais que c'est la deuxième formulation que vous avez proposée qui correspond le plus à l'âme du projet. Peut-être Elsa, tu pourras ajouter quelque chose, mais je dirais que c'est un projet sur l'objet anthologique qui est par nature, sur l'ambiguïté intrinsèque de l'objet anthologique. C'est-à-dire que l'anthologie est par définition ouverte et fermée. Fermé parce que c'est un objet particulier et c'est sur un objet particulier que nous faisons un focus, donc l'anthologie palatine, donc les codex Palatinus 23 avec le supplément parisien. Mais
à la fois, cet objet-là est le fruit de 16 siècles de circulation des épigrammes, donc c'est une anthologie d'anthologie. Et du coup, même sa résonance au-delà de l'objet manuscrit, donc Planude, donc les codex de tous les suppléments, le Marchand, etc., finalement en font partie. Parce que si on pense à l'anthologie comme imaginaire collectif, évidemment, on déborde du manuscrit. Donc, disons que cette ambiguïté est un peu au centre du projet, et c'est ce qui les rend aussi problématiques d'un point de vue d'un regard érudit. Hein, mais voilà, je pense que nous devons avoir un peu le courage de l'afficher, cette ambiguïté, et peut-être de l'expliciter encore plus, parce qu'elle est constitutive de la démarche des recherches sur ces objets. Donc, concrètement, pour donner une réponse un peu plus technique, les textes, nous avons l'idée, c'est de considérer chaque épigramme comme une entité idéale, donc appartenant non pas au manuscrit, mais à l'anthologie grecque dans son sens le plus large possible, de l'identifier avec un identifiant qui pointe du coup l'objet idéal, et que cet objet idéal a plusieurs textes. Ces textes peuvent être, et c'est ça notre idée de mettre sur le même plan, choix vraiment anti-érudit, des traductions, mais aussi des établissements du texte grec différents. Et donc, ça peut être des établissements existants, le texte tel qu'établi par Valls ou par Stadtmühl ou par peu importe quel autre savant, ou la transcription du texte faite par l'éditeur en question, donc notre propre transcription du manuscrit par latin, mais aussi n'importe quelle autre réinterprétation. Donc l'idée, c'est de donner une multiplicité d'interprétations d'un objet idéal qui est l'épigramme, je ne sais pas, 12.2. Du coup, par exemple, reprendre aussi l'épigramme tel qu'elle est dans un autre manuscrit, ça pourrait faire partie encore du projet. Donc voilà, même si le focus principal actuellement est sur le manuscrit par latin. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question avec toute cette multiplication d'ambiguïté. Si, vous avez très très bien répondu. Et alors moi, la deuxième question qui me vient, mais on pourra en discuter un autre moment parce que là on va monopoliser. Mais dans ce cas-là, comment vous gérez les scolies? Parce que nous, ça a vraiment été notre problème pour le modèle de données. Parce que les scolies, c'est pareil, elles ont aussi une histoire, il y a des découpages différents, il y a des circulations entre manuscrits. Donc, moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans le projet, c'est d'intégrer les scolies, ce qui n'est jamais fait et qui est un tort. Mais alors là, à partir du moment où on ouvre la focale, c'est sans fin, en fait. Merci à tous. Si je peux juste ajouter une autre bulle, c'est un terme qu'on n'a pas prononcé, mais plusieurs fois je me dis en lisant les présentations, en regardant les documents, qu'un champ qui avait réfléchi à ces questions, c'était la littérature comparée. En réalité, il y a beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. En fait, je ne suis pas sûr de voir les questions, et puis il est 11h09, et je crois que nous avons largement dépassé l'horaire. Alors, à moins qu'il y ait une question brûlante, ce que je vous propose, c'est plutôt de clore cette discussion qui va probablement se prolonger en ligne ou ailleurs. Et je voudrais annoncer au nom du centre de recherche en fait, la prochaine séance qui aura lieu le jeudi 28 janvier à partir de 10h de Montréal, 16h de Paris, au cours de laquelle nous allons accueillir une discussion avec Elena Pierrazzo, qui est professeure à Tours au Centre d'études supérieures de la Renaissance, et vous pouvez visualiser sa conférence en ligne. Donc j'ai mis dans le chat des informations que vous avez notamment reçues par mail et que vous pouvez consulter sur le site internet du Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques ou sur le site de la chaire de recherche sur les écritures numériques de Marcello. À bientôt, merci beaucoup pour votre participation et ces très très riches échanges. Merci Aurélien, merci Marcello, Elsa et toute l'équipe. Au revoir. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Vraiment merci Aurélien pour ta lecture du projet. Mais je t'en prie. C'était un vrai plaisir d'avoir l'occasion de plonger. Merci pour les questions aussi. Et merci beaucoup d'avoir été là, à tous les amis que je n'ai pas salués directement, Annalise, etc. Zach, voilà, merci beaucoup, Mathilde, je vois. Et Julie, je vais vous envoyer un mail privé pour continuer la discussion.